On voulait fêter nos 50 ans en revenant sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous auront accompagnés pendant ces 50 ans, mais qui auront évolué, d'où on vient, où on est aujourd'hui et où on va demain. Bienvenue pour ce premier débat organisé à l'occasion du 50e anniversaire de Médecins sans frontières. Est-ce que l'action humanitaire, et donc Médecins sans frontières est-elle paternaliste? C'est un sujet qui nous tenait à cœur pour, oui, un peu revoir un peu nos pratiques. Par rapport à ce problème de l'avortement, est-ce qu'il y a des réticences, est-ce qu'il y a des peurs aujourd'hui d'accéder aux demandes des femmes de certaines équipes de MSF à travers le monde? Oui. Bon, la réponse est simple. Il faut assumer les risques. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on avance et qu'on fait des choses, mais surtout, il faut assumer les besoins, les demandes, écouter les gens et puis faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vous accédez à la demande des femmes et dans le même temps, vous le disiez en préparant ce débat, MSF ne distribue pas de tests de grossesse. Pas encore. C'est après, bon, voilà, c'est terrible parce que c'est moi la référente et je me suis jamais posé cette question. Mais effectivement, on pourrait. C'est hyper facile de faire un test de grossesse. Pourquoi on le fait pas? Je sais pas. Pourquoi on ne distribue pas beaucoup plus la pilule d'urgence? Je sais pas. Pourquoi il faut montrer patte blanche et dire qu'on a été violé pour accéder à ce type de soins? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, voilà, on continue à évoluer et puis on va le faire. Comment on travaille avec les patients? Quelle est la place de nos patients? Et c'est vrai que c'est un peu un sujet, on va dire, à la mode qu'on a appelé patient-centered, qu'il faut aujourd'hui qu'on décline un peu mieux en action, et c'est ce qu'on essaye de faire. On connaît effectivement les représentations très fortes que peuvent avoir dans ce qui concerne par exemple les hommes et les femmes, ce qui peut considérer les rapports interraciaux. Et quand on cumule évidemment aussi, et qu'en plus on est malade, ça traduit assez naturellement pour moi des rapports, et c'est vrai dans le monde médical, des rapports de pouvoir, et donc il y a un enjeu de rééquilibrer ces rapports. Et c'est là où j'en pense que l'enjeu du partenariat est très important, et qu'une des missions de partenariat, souvent, c'est de créer les conditions, créer les accompagnements qui permettent de rééquilibrer ces rapports. Et ça existe, quoi. Ça se met en œuvre, c'est à portée de main des acteurs de l'humanitaire pour s'en saisir. Sur un débat où on challenge notre paternalisme et on se dit finalement on pourrait avoir beaucoup plus la voix des patients, ou en tout cas des populations, le fait d'inviter des gens qui sont extérieurs à l'association, ça donne aussi cette voix un peu externe. Et puis en tout cas, il y avait un des intervenants extérieurs qui en plus est un patient, donc qui donne vraiment cette voix en fait. Donc ça a assez bien joué, je trouve. On a besoin d'être un peu bousculé aussi. Tout le monde finance les chaussures pour les garçons qui vont à l'école, mais pas les serviettes hygiéniques des filles. Parce que les bailleurs dans les pays occidentaux, ça ne fait pas chic de financer. Donc il y a aussi tout le travail à faire sur la prise en charge des règles, etc. Donc à chaque fois, c'était les patients qui nous disaient ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Ça nous amène à faire autre chose, à penser autrement, à avoir un autre regard. Je pense que ça, voilà, c'est bien. On a un peu endogamie quand même à MSF. Bon, on a quand même ce truc, on est plein de sections, donc on se challenge un peu, mais ça reste qu'on a la même couleur, on a la même couleur politique aussi. Donc à un moment donné, d'être challengé par d'autres organisations, je pense que ça nourrit. Comment nous, on arrive ou on n'arrive pas à travailler avec les groupes non étatiques et particulièrement dans les mouvances islamiques, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda. Je voudrais, avant de commencer véritablement les débats, la table ronde, avoir une petite pensée et rendre hommage à Olivier Dubois. Olivier Dubois, il est journaliste, pigiste. Il a été enlevé le 8 avril dans la ville de Gao, dans le Nord Mali. Depuis, il y a une mobilisation en sa faveur pour demander sa libération. Je pense que c'est bien de redire aujourd'hui qu'on pense à lui et que voilà, il y a des gens qui attendent sa libération et qui attendent des autorités qu'elle pousse pour sa libération. Comment MSF fait avec cette réalité qu'a été le califat en Syrie et en Irak, dans cette zone-là? À partir de août 2013, l'État islamique en Irak et au Levant a fait la guerre à tous les autres groupes et les a chassés.
Et là, on a connu, MSF France, notre première expérience de relation avec l'État islamique en Irak et au Levant. Ils ont rédigé ce qu'on appelle un pacte de sécurité. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, moi, émir de Qabassine, j'autorise MSF à travailler dans l'hôpital de Qabassine avec des hommes et des femmes et soigner tous les blessés sans discrimination, signé émir de Qabassine. Donc ça a été notre première relation de travail dans un territoire administré par l'État islamique en Irak et au Levant. Je pense qu'effectivement, dans une certaine mesure, la survie d'MSF, elle est aussi celle d'être toujours en lien avec les contextes dans lesquels son action s'inscrit. Vous voulez aborder avec Sophie la question des populations civiles détenues dans les camps du nord-est syrien. Alors quand on dit ça, on dit oui, pourquoi? Parce qu'en fait, essentiellement, ce sont des familles et enfants de djihadistes qui sont détenus dans des conditions de non-droit, dans des conditions assez déplorables. Alors à l'OL, je pense que pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que c'est 62 000 personnes privées de leur liberté de manière arbitraire et pour une durée totalement indéfinie. On peut améliorer les conditions comme on veut à Al-Hol ou à Roj, c'est la même chose. Cette situation de détention est inacceptable. Il y a eu évidemment beaucoup de discussions sur le Covid autour des brevets. Est-ce que l'abandon des brevets est quelque chose qui va faciliter aujourd'hui l'accès à la vaccination, par exemple, pour les pays qui n'ont pas eu accès? C'était une vraie question, un vrai débat à ce moment-là. Quels sont les pays qui devraient bénéficier de ces vaccins? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le mécanisme COVAX qui a été créé par l'OMS, finalement, lui dit, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que 20% de la population du monde, quasiment, enfin il y a 150 pays dans le COVAX, soient vaccinés. Il n'y a aucune priorité épidémiologique qui est mise. Et ça, c'est quand même un vrai problème, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de priorisation sur l'épidémiologie, on est dans des situations où on voit que des pays comme la RDC rendent des vaccins, quoi. Ils n'arrivent pas à vacciner. D'autres pays comme la France vont, eux, vacciner des populations qui ne sont pas à risque individuel. La question des adolescents, on pourra y revenir. Et dans d'autres pays, par contre, il y a besoin de ces vaccins pour protéger des populations qui sont encore très à risque. En 2021, ce que l'on pourrait s'attendre, on pourrait demander des dirigeants de ce monde, et à la fois politiques ou industriels, qu'ils repensent tous les mécanismes qui nous ont amenés à genoux en 2020. En fin de compte, on n'a pas du tout ça. On a des politiques qui sont égoïstes. Le G7 a promis 1 milliard de doses, mais 1 milliard de doses, c'est une peccadille. Aujourd'hui, quand on parle de production de vaccins, le fait qu'il y en ait très peu sur le continent africain est quand même lié à une vision qui pense qu'il faut de la très haute technologie, qu'il faut un gros marché intérieur pour que ce soit financièrement viable, etc. Je pense qu'il faut avoir une approche très tournée vers de l'innovation, ne pas faire de l'Afrique, d'avoir une approche qui la condamne à ce que son futur soit le passé des autres, mais plutôt de dire par rapport à tout ce qui existe au niveau de la technologie et au niveau des opportunités, en quoi innover pour atteindre des populations vulnérables en RDC, des populations vulnérables au Sénégal et dans d'autres endroits. Je suis microbiologiste de formation. Pendant des années, j'étais sur le terrain et Antibiogo, c'est une application qui est dédiée aux techniciens de laboratoire afin qu'ils puissent interpréter des tests qu'on appelle antibiogrammes et rendre un résultat correct et utilisable directement par le clinicien. Quand on regarde toutes les innovations qui incluent par exemple des technologies comme l'intelligence artificielle, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont centralisées au niveau des pays du Nord. Et l'objectif, c'est souvent soit augmenter la rentabilité ou diminuer les coûts au niveau des ressources humaines ou améliorer les performances. C'est pas forcément une question d'accès. Ces technologies-là et cette innovation dans les pays à ressources limitées, elle va permettre l'accès. Notre dernier sujet, qui est un sujet là très présent aujourd'hui, qui est autour de la migration. Alors,
Cette histoire, elle nous suit depuis toujours aussi, mais c'est vrai que là, elle a pris une tournure avec les difficultés d'accès en Europe particulièrement présentes. C'est pour ça qu'on a parlé du naufrage. Comme vous l'avez vu, le titre même de ce débat, Secours aux réfugiés, naufrage humanitaire, point d'interrogation, entre tout de suite dans le vif du sujet. Un camp, ça doit être un lieu de protection qui prend en charge des populations en situation de vulnérabilité dans leur exil, et surtout un lieu temporaire. Aujourd'hui, on sait tous que effectivement la réalité du terrain est complètement a dépassé, disons, ces recommandations, puisque la durée de vie moyenne d'un camp, c'est 11,7 ans, et on arrive à 20 ans dans des pays qui accueillent plus de 2 millions de réfugiés. Donc c'est véritablement une solution à part entière en termes d'accueil des réfugiés. On reste toujours un peu dans notre vision médicale, dans notre prise de position publique. Et en fait, les sujets dont on parle, c'est des sujets qui touchent à la dignité, à l'humanité, aux droits et qui sont amplement partagés avec les autres organisations de la société civile. Et ça n'a aucun sens de rester dans notre isolation. Donc des moments comme ça, c'est super important pour échanger et pour faire un front uni, parce qu'on voilà, on en a besoin aujourd'hui dans nos sociétés où il y a de plus en plus d'égoïsme, des politiques restrictives, la montée des intolérances, etc. Je pense qu'il y a un vrai rôle aussi pour MSF, pas seulement dans son domaine médical, mais en termes d'alliance avec la société civile, de témoignages, de mobilisation. L'Union européenne et la Grèce sont responsables de la tenue de ces camps, et c'est à nouveau quelque chose d'inhumain de conserver les gens pendant toute cette période avec déjà une forme de containment. Donc c'est une politique de containment, de chercher à dissuader toutes nouvelles arrivées en fait. Il y a une forme de punition collective et de négligence. Les gens vivent dans des conditions inacceptables, mais c'est pratiquement volontaire, à nouveau comme une forme de punition collective. Ça nourrit mon argumentaire. Par exemple, j'ai appris là, par le représentant d'MSF en Grèce, qu'il y a un rapport qui vient de sortir sur les îles grecques et sur les camps grecs. Et je vais m'empresser d'aller sur le site internet pour savoir si je peux le récupérer, pour l'offrir à la présidente de la Commission européenne et à la commissaire aux migrations, qui nous ont juré leur grand Dieu au mois de septembre qu'il n'y aurait plus jamais de Moria, qu'il n'y aurait plus jamais de camp comme c'était. Donc voilà, donc je me nourris de ça, je me nourris aussi des informations que j'ai apprises sur l'encampement, sur ce qui se passe en Méditerranée, et parce que ça permet d'argumenter son discours politique. On a fait une réunion, un nouveau débat au Parlement européen il y a quelques jours, autour de la recherche en mer, pour voir un peu comment ça allait s'organiser au niveau européen. C'est la 4e réunion qu'on fait depuis 2 ans que je suis élu, moi, au Parlement européen. On a passé 8 heures en réunion, et pendant ce temps-là, il y a eu 3400 morts en Méditerranée. On assiste en ce moment à une montée dingue, à 10 jours, même pas à 6 jours des 70 ans de la Convention de Genève, le 20 juin 1951, à la mort de la Convention de Genève. Je repars forcément moi aussi avec plein d'informations, plein de choses que j'ai appris aujourd'hui, hein, donc avec les autres intervenants, avec les questions du public. Mais je pense qu'il faut surtout partir avec des notes d'espoir. On a beaucoup parlé des échecs, forcément là, sur le sort des exilés en Europe, mais avec ce type de mobilisation, je pense qu'on peut repartir avec une note d'espoir, puisqu'on repart justement avec cette idée qu'on est tous acteurs de changements qu'on a envie de porter. Et c'est qu'en ayant effectivement des lieux comme ce festival pour s'informer qu'on peut se saisir de ces questions et repartir d'ici en se disant qu'on a peut-être des marges de manœuvre chacun de notre côté dans nos sociétés.